Il y a 50 ans aujourd'hui, Hitler envahissait la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale qui devait nous faire connaître les horreurs de l'Holocauste. Le 10 septembre, le Canada, avec une armée de réserve de 4000 hommes, se joint à la Grande-Bretagne et déclare la guerre à l'Allemagne. Les Canadiens devront faire leur effort de guerre. Loin du front, les familles des soldats vivent à l'heure du rationnement et de la psychose de guerre. Puis ce sera la bataille de la conscription, comme nous le rappellera tout à l'heure l'historien Jacques Lacourcière. Mais d'abord, partageons la vie de celles qui, souvent oubliées par les chroniqueurs de guerre, ont rarement témoigné de leur vie au front aux côtés des soldats. Ce sont les infirmières de l'armée. François Stanton a recueilli le témoignage de l'une d'entre elles. Les infirmières étaient bien nécessaires là-bas. Les infirmières ont fait un travail extraordinaire durant la guerre. Toutes les infirmières, les Américaines, les Anglaises, les Canadiennes, tout le monde. T'sais. On parle très, très rarement des infirmières, autant ici qu'aux États-Unis. Hein, et je pense que les infirmières ont été oubliées. Jeanne d'Orsonnens, elle, n'a pas oublié ces années passées auprès des combattants. Durant la dernière guerre, plus de 2500 infirmières ont accompagné les troupes canadiennes au front. En 1941, Jeanne d'Orsonnens n'avait que 23 ans, soit 2 ans de moins que l'âge minimum requis pour s'enrôler. Parce qu'elle était parfaitement bilingue, elle fut malgré tout acceptée dans le corps médical de l'armée canadienne. Après avoir donné mon nom, de la journée où j'ai décidé que je voulais y aller, 19 jours après, je partais pour l'Angleterre. Mais pourquoi vous avez pris cette décision? Le savez-vous? Non, je ne sais pas. Je pense que c'était peut-être un peu le goût de l'aventure. Le goût de l'aventure, je ne sais pas. On dit que vous aviez un grade, comme infirmière, vous étiez lieutenant, oui. Et que la paye était très bonne. Et certaines étaient encouragées par cette paye à partir à l'étranger. La paye était très bonne. C'était mieux que dans les hôpitaux au Québec. Dans ce temps-là, je pense que les infirmières gagnaient 40 $ par mois. Puis comme lieutenant, on avait 150 $ par mois. La plupart de ces infirmières en étaient à leur premier voyage outre-mer. Durant leur première année passée en Angleterre, elles eurent tout le loisir de visiter le pays. Mais arrive l'été 42, la bataille de Dieppe. 3000 soldats sont faits prisonniers, tués ou blessés. Puis là, à Dieppe, il nous est revenu, je pense, au-dessus de 1000 blessés. Et là, on a travaillé bien fort. Là, on avait un hôpital à ce moment-là. Les hôpitaux avaient été déménagés sur la côte un peu, et puis la côte anglaise, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux qui sont traversés à Dieppe. Les hôpitaux ne traversaient pas. Et puis, à ce moment-là, on a reçu des malades, des blessés, beaucoup de blessés. Là, c'était des blessés graves. Oui, des grands blessés. Et pour vous, c'était le premier contact avec les vrais blessés là, qui étaient allés au front. Est-ce que psychologiquement, c'était difficile à vivre? Psychologiquement, c'est difficile. Il y en a qui n'ont pas supporté le coup très bien. Il y a des infirmières qui sont revenues au Canada à ce moment-là. Puis après, quand on est traversé en Italie, la même chose, après 1 an en Italie. Même, il y en a qui sont revenus d'Afrique tout de suite, puis il y en a qui sont revenus d'Italie après. Il y en a qui ne sont pas restés. Pourquoi elles partaient? Qu'est-ce qui les faisait repartir? C'était trop. C'était trop psychologiquement. Elles n'étaient pas capables. Et vous, comment vous expliquiez que vous teniez le coup je ne sais pas. Mieux, peut-être? J'étais très bien. Je pense que j'avais une bonne santé mentale et physique. Cadette de son unité, Jeanne d'Orsonnens se fit remarquer par son courage et son dévouement. En 1943, elle sera même invitée au palais de Buckingham, où le roi George VI lui décerne la médaille de la Croix-Rouge royale. La presse anglaise souligne l'événement. Ça, c'est une photo qui a été prise quand je suis sortie de Buckingham Palace. C'est une photo qui a été prise peut-être par un journaliste. Les journalistes vous attendaient. C'était un événement, ça. Mais, pas seulement que moi, mais les gens qui sont décorés à ce moment-là en Angleterre, c'était un événement. Vous savez, les gens, les Anglais sont bien forts sur ça. Vous savez, c'est pour eux, là, des personnes qui reçoivent des décorations, c'est bien important. L'année 43 sera fertile en émotions. En novembre, nouvelle affectation, nouveau départ. 23 navires quittent alors les côtes anglaises. À bord du SS Helena, 84 infirmières enthousiasmées par cette expédition. Une expédition dont elles auraient pu ne pas sortir vivantes. Quand on est parti le... Je sais pas trop. On était coulé le 6 novembre, on a dû partir à la fin d'octobre.
Et Vous saviez où vous alliez? Non, on ne sait pas à ce moment-là où on va. Non? La seule chose, il nous donne un petit livret, un petit pamphlet là, en allemand, au cas où on serait prisonnière ou qu'on ait besoin de se débrouiller avec les Allemands. On nous donne un petit livre pour nous dire qu'on puisse se débrouiller en allemand. Mais à part de ça, on ne sait pas du tout où on va. Étiez-vous très nerveuse? Non. Vous êtes assez calme Non. personnellement, mais les On autres... avait hâte est-ce de que partir. Ça fait 2 ans qu'on est en Angleterre. On avait hâte de partir pour aller quelque part. Ce sont des avions qui nous ont attaqués, pas des sous-marins. Ils nous ont dit, tout à coup, on a entendu, il y a eu une alerte sur le bateau, puis ils nous ont dit qu'il y avait des avions non identifiés qui approchaient. Ça n'a pas été long que tout de suite, ils nous ont dit que c'était 50 avions Allemand. allemands. Fait que là, imaginez-vous, là, c'est vraiment l'enfer. Parce que l'anti-aircraft qu'ils appellent, vous savez, tire aussi, les avions tirent, tout le monde tire, vous savez, dans le convoi, puis ils envoient des écrans de fumée, fait qu'on ne voit plus rien, hein. C'est vraiment quelque chose c'était la d'extraordinaire. panique. Non, il n'y a pas eu de panique, par Non? exemple, non. Le bateau a tout de suite penché d'un côté. Oui. Mais on nous a dit que d'attendre, vous savez, on ne débarque pas à la couche comme ça. Il faut les descendre, les chaloupes de sauvetage. Mais il y en a qui ont sauté par-dessus bord. Quand ils disent abandon ship, là, Oui. vous débarquez. Avec votre chaloupe, vous par-dessus comme vous pouvez, mais là, vous ne restez pas là, vous savez. Tout à coup, on ne débarque pas tant qu'ils ne disent pas abandon ship. Mais vous savez, la Méditerranée, c'est la mer. Puis c'était une mer agitée quand même. C'était tout de même le 6 novembre. Oui, c'était... C'est pas une très mer vivant. calme, le 6 novembre. C'est une mer assez agitée. Et puis, on a ramé, mais comme on ne voit rien, avec les écrans de fumée, on ne voit rien. Et puis, de toute façon, même si on avait vu quelque chose, vous savez, vous n'allez pas où vous voulez qu'une chaloupe en Méditerranée. Donc, vous ne saviez pas où vous alliez dans cette... Non. Il devait y avoir quand même beaucoup de craintes, là, Tout ce qu'on appelle, c'est la- s'éloigner du bateau. Oui. Vous savez, on a ramé pour s'éloigner du bateau. Et puis, Comment vous vous sentiez, ce petit groupe, là, je ne sais pas combien vous étiez dans la misérable. chaloupe? On avait froid, c'était terrible. Vous étiez mouillé? Mouillé. Vous savez, c'est des grosses vagues dans la Méditerranée à ce temps-là. On était mouillés, on avait froid, Malade? on avait faim. On était malade une fois rendu sur le Telmen, mais sur le coup, je pense qu'on n'a pas été malade dans la chaloupe. On était ramassés 6 heures plus tard. C'est long, 6 heures en mer. Vous étiez parti avec du linge de rechange, des vivres? On n'avait rien, non. Quand on a pris notre chaloupe, on n'avait absolument rien. Vous savez, on n'a pas de vivres, on n'a rien avec nous. Et même pendant le bombardement et après, dans la chaloupe, vous n'avez jamais pensé que vous ne vous en sortiriez pas? Non, j'ai toujours pensé qu'on allait se sauver. Puis on a entendu, ce bateau-là, c'était un destroyer. Et puis les destroyers, ils ont de la munition dans leur cale, et puis ça fait du bruit. On ne le voyait pas, par exemple, avec les écrans de fumée, on ne voit absolument rien. Puis c'était déjà, quand ils nous ont ramassés, c'était minuit, il faisait noir. Et il n'y avait aucune lumière, aucune lueur de rien. Il n'y avait pas de clair de lune, il n'y avait rien. Et puis c'est le bruit, on a entendu le bruit, puis on a dit, il y a un bateau là. Puis eux, le fait qu'on a parlé entre nous, nous ont entendus. Et puis... Ça aurait pu être un bateau allemand. Ça ne m'a rien fait. Quelqu'un dit, c'est peut-être un bateau allemand. Moi, j'aurais aimé... Ça ne faisait rien d'embarquer sur un bateau allemand, mais sortir de ma chaloupe. Par chance, le destroyer est américain et non allemand. Elles sont sauvées. Aucune infirmière ne périt dans ce naufrage. Ça, c'est quand j'ai été hospitalisée en Afrique, après le torpillage. On nous a hospitalisés. Il y avait un hôpital canadien, l'hôpital numéro 15. Et puis, comme j'avais pas de souliers, on m'a prêté des bottes de soldat. Comme ils étaient trop grandes, on a mis des pains de savon dans les orteils. Après quelques semaines de repos, le groupe d'infirmières rejoignit enfin les unités canadiennes en Italie, où depuis l'été, les forces alliées repoussaient les troupes allemandes. La bataille battait son plein. Dans leurs hôpitaux de fortune, les Nursing Sisters, comme on les appelait, se relayaient jour et nuit auprès des blessés. À un moment donné, on a reçu 1500 blessés en 5 jours. Vous envoyez passer 1500 mutilés. Là, vous savez que vous les évacuez. On les évacuait vers l'Angleterre. On les gardait, on les opérait ou mettait des plâtres. On faisait ce qu'on pouvait pour eux. Là. Puis on les évacuait parce qu'on ne pouvait pas les garder. On n'avait pas d'endroit pour les garder. Hein. 1500 grands blessés. 1500 grands blessés. Peut-être pas tous des grands blessés, mais 1500 blessés dans 5 jours. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de blessés. Oui, Ouais. c'est beaucoup de souffrance. Oui, c'est ça.
Vous savez, il y a eu des moments comme ça, mais ça n'a pas toujours été des moments comme ça. C'est Qu'est-ce que vous trouviez le plus pénible dans votre chez travail? les blessés, Dans vos contacts avec les dans les blessés? contacts. Moi, d'abord, c'était quand on recevait des brûlés. Les brûlés qui avaient été vus à des tanks, vous savez, des brûlés, là, ça, je faisais terrible. Après, les amputés. Vous savez, des gens qui arrivent avec une jambe, 2 jambes en moins, ou une jambe, un bras, là, ça, c'est terrible, hein? Mais tout de même. Ils avaient un bon moral pareil. J'ai jamais vu... il y avait un moral extraordinaire parmi les blessés. Et quand tout ça vous arrivait, vous vous attendiez pas à ça en partant quand même, quand vous êtes parti. Vous aviez pas eu envie de revenir? Jamais. Jamais. Non, j'ai jamais eu le goût de revenir. Vous savez, vous commencez un travail, vous voulez vous rendre au bout, vous ne voulez pas arrêter. Personne ne voulait arrêter non plus. Je pense pas, j'ai jamais entendu dire j'ai jamais entendu les militaires dire moi j'en ai assez, je me retournerai chez nous. Vous savez, vous commencez quelque chose, vous voulez, tout ce que tout le monde voulait, c'était la fin de la guerre. On ne voulait pas s'en aller chez nous, on voulait la fin de la guerre, c'est ça. Et malgré tout, il y a eu quelques bons moments en Italie entre vous. Ah oui. Il y avait des bons moments. Il y avait peut-être des danses ou des dîners ou des parties dans des unités. Vous savez, les Américains étaient très généreux. Ils donnaient toujours des gros dîners et des gros parties. Puis quand on pouvait y aller, on s'organisait un groupe ensemble. On sortait avec l'ambulance ou en jeep. Parti en ambulance. En ambulance. Ces bons et ces mauvais moments passés au front ont tissé des liens solides entre les infirmières de l'unité numéro 14 dont elles faisaient partie. Jusqu'à tout récemment, d'ailleurs, elles se rencontraient une fois par année à la date anniversaire de leur torpillage en mer. La plupart d'entre elles se sont mariées après la guerre et ont été forcées de quitter l'armée. Ce fut le cas de Jeanne d'Orsonnance, qui épousa un militaire de carrière avec lequel elle eut 3 enfants. Est-ce que vous en avez parlé avec vos enfants de votre expérience? Très rarement. Pourquoi? Je sais pas. J'en ai jamais parlé. J'ai été des années sans en parler. Pourquoi? C'était difficile? Je sais pas. Non, c'était pas difficile, mais d'abord, j'aimais pas parler de mes propres expériences, et puis on n'en parlait jamais.